est-ce que les crypto-monnaies sont encore sûres? Je reçois beaucoup de questions aujourd'hui concernant ce qui est en train de se passer dans le marché crypto. On a observé un crash de plein de crypto-monnaies suite à l'annonce du delisting de certaines crypto-monnaies du côté de Robinhood. Pour ceux qui ne savent pas, Robinhood, c'est une des grandes banques du côté des États-Unis et qui offre les services financiers. Et donc, parmi les services financiers qu'ils offrent, il y a effectivement la crypto-monnaie. Et certaines crypto-monnaies font donc partie du portefeuille de cette entreprise-là. Ou bien certaines crypto-monnaies ont été listées pour permettre aux Américains justement de bénéficier des opportunités qu'ils peuvent avoir autour de certaines de ces crypto-monnaies. Donc, quand l'affaire de Binance contre la Security Exchange a explosé, dans le rapport de plainte que Gary Gensler a soumis du côté des États-Unis, on a pu apercevoir à l'intérieur certaines crypto-monnaies qui étaient classées définitivement par Gary Gensler comme des security tokens. Et pour ceux qui ne savent pas un peu ce que c'est qu'un security token, on a déjà parlé sur la chaîne bien évidemment, ce sont des crypto-monnaies qui en réalité représentent les actions d'une entreprise. Et donc les personnes qui détiennent ces crypto-monnaies doivent bénéficier de l'activité, des revenus, des dividendes générés par l'entreprise qui a émis donc cette crypto-monnaie. C'est donc le cas patent de la crypto-monnaie Ripple. Donc l'affaire est encore pendante devant les tribunaux du côté des États-Unis. Donc, ce que Gary Gensler accuse majoritairement Binance, c'est de ne pas respecter, ou bien c'est de ne pas de ne pas respecter les règles, les lois qui existent et qui sont déjà établies concernant du côté des États-Unis. Il y a Binance de dire, ou bien à Coinbase de dire, les règles qu'il y a du côté des États-Unis, ce ne sont pas les règles qui sont propres aux crypto-monnaies. Et pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire qu'on a eue du côté du Cameroun, avec une entreprise dont je vais taire le nom, dont vous connaissez très très bien, bien évidemment, il arrivait à un moment donné où cette entreprise disait « Non, en fait, il n'y a pas les règles concernant les crypto-monnaies, mais nous sommes en train de travailler avec les régulateurs pour pouvoir mettre sur pied les règles pour le marché des crypto-monnaies. » Ça revient encore un peu dans le cas de l'entreprise Yango du côté du Cameroun, qui est passée également par une certaine période de turbulence en disant qu'ils ne sont pas régulés et conformes par rapport aux lois concernant le transport. Et donc, à Yango, vous savez très bien comment ce qui s'est passé avec cette histoire, où Yango disait non, en fait, nous ne sommes pas une entreprise de transport. Ce sont les chauffeurs qui doivent respecter les règles du transport parce que ce sont eux les transporteurs. Mais nous, Yango, nous sommes un service, nous proposons simplement de mettre en relation les clients avec les personnes qui sont des transporteurs à la base. Donc, c'est un business model qui doit forcément être différent des business models du transport. Nous ne sommes pas les transporteurs. Et il y a eu justement ces polémiques-là autour des lois concernant cette activité qui n'est peut-être pas définie du côté du Cameroun. Dans d'autres pays, les lois et les réglementations ont été clairement établies pour ces secteurs d'affaires. Mais ce n'était pas encore le cas du côté du Cameroun. Donc aujourd'hui, quand Binance et Coinbase et d'autres entreprises sont sur un terrain, dans un marché comme les crypto-monnaies, qu'il faut peut-être redéfinir un certain nombre de choses qui ne sont pas classiques dans un marché classique, on peut donc remettre en question quels sont les critères pour qualifier une crypto-monnaie de security token. Quels sont les critères? Est-ce qu'il faudrait appliquer les mêmes critères qu'une banque, les mêmes critères qu'une entreprise classique, les mêmes critères d'une levée de fonds classique? Parce qu'avec la crypto-monnaie, certes, il peut y avoir une entreprise qui est derrière et qui émet la crypto-monnaie, mais les personnes qui consomment ces crypto-monnaies en réalité ne sont pas en train de consommer les services de ces entreprises. Quand on va dans une banque et qu'on achète les actions d'une banque, on mise sur le business model de la banque qui génère les profits sur leur modèle connu. Quand tu investis dans les entreprises de Coca-Cola, le business model de Coca-Cola est connu, ils offrent un produit qui est consommé, donc c'est connu. Dans le cadre d'Ethereum, qu'est-ce que Ethereum émet? Il émet quoi? Il émet un token qui sert à quoi? Quel est le business model d'Ethereum de générer des revenus? Est-ce que le business model d'Ethereum, c'est de mettre sur pied une entreprise qui va lui profiter à elle en générant des revenus sur ce qu'elle est en train de faire? C'est les grosses questions qu'il faut se poser. Dans le cas de Cardano, quel est le service que Cardano fournit et qui permet à Cardano de faire rentrer l'argent, par exemple?
Dans le cas de Solana, pareil. Dans le cas de Matic, dans le cas de Near Protocol, de Coty. Donc, on peut également se poser ces questions aujourd'hui avec effectivement ces régulations du secteur financier classique, du secteur des entreprises classiques qu'on veut appliquer à un nouveau secteur et qui explique peut-être la raison pour laquelle ces entreprises ne se sont pas alignées avec les règles existantes parce que ce n'étaient pas les règles qui étaient en adéquation avec le secteur d'activité. Parce que clairement, du côté des États-Unis, on n'a pas sorti des règles liées au secteur d'activité de la crypto-monnaie proprement dit. Et donc, les Américains sont en train de pousser depuis un bon bout de temps les gouvernants, les personnes qui sont en charge de prendre des décisions, de fixer les règles claires concernant ce secteur d'activité. Parce que plein d'Américains aujourd'hui ont une fortune ou bien sont en train d'investir dans un secteur dont ils ne savent pas si du jour au lendemain, des lois vont venir protéger cet investissement ou pas. Et du coup, il faudrait que ce soit clair et qu'ils jouent justement franc jeu en sachant dans quoi ils mettent les pieds, dans quoi est-ce qu'ils sont en train d'investir et comment est-ce qu'ils peuvent donc se comporter dans cet écosystème. Est-ce que le marché va continuer à aller dans un bear market? La réponse est ni oui ni non. Personne n'a une boule de cristal. Personne n'aurait imaginé que Robinhood aurait délisté et que plein de personnes auraient justement fait la FUD, donc fait ces FUD-là, qui a entraîné le marché encore plus bas. Donc, il y a des événements qui peuvent arriver et qui vont peut-être encore et qui pourront entraîner les crypto-monnaies encore plus bas. Et comme il peut y avoir une certaine confiance dans la crypto-monnaie où les gens voient que les seuils de la dette américaine qu'on a vraiment limité, on a retiré ce plafond-là du côté des États-Unis encore, comme en janvier on l'avait fait bien évidemment, on va encore continuer de le faire, c'est-à-dire qu'on peut encore imprimer beaucoup plus d'argent. Et si on imprime beaucoup plus d'argent, les investisseurs ne font plus confiance à la dette américaine parce qu'il y aura beaucoup de dettes qui seront émises pour consommer ce nouveau plafond-là. Et du coup, on peut se poser la question, quand est-ce qu'on va un jour rembourser? Et les intérêts viennent comme ça diluer la monnaie qui existe et ces dettes-là commencent à perdre de la valeur. Du coup, les personnes peuvent compenser qu'ils peuvent se retourner encore vers d'autres assets, vers des assets qui ne sont pas contrôlés par un mécanisme qui réside dans les mains d'une personne. Parce que je dis, c'est Jérôme Paul qui décide d'une certaine façon ce qui se passe. Bon, quand il dit Jérôme Paul, il n'est pas le seul. Il y a bien d'autres personnes également du côté des États-Unis qui contribuent, qui participent à la prise de cette décision, c'est vrai. Mais on se pose la question, à quand est-ce que cette dette va continuer de s'arrêter? Et comme je dis toujours, imprimer de l'argent, ou bien faire de la dette, c'est clairement imprimer de l'argent, c'est c'est utiliser l'argent du présent dans le futur. Parce que l'argent qu'on aura besoin dans le futur, c'est utiliser l'argent du futur dans le présent en fait, pas l'inverse, pas l'argent du présent dans le futur, non. C'est utiliser l'argent du futur dans le présent parce qu'on est en train d'emprunter au futur pour utiliser maintenant. Et c'est un peu comme si on te dit tu auras 100 millions pendant toute ta vie, tu as 100 ans de vie et tu veux qu'on te donne tous tes 100 millions là maintenant. Ces 100 millions que tu as tout maintenant, si tu n'utilises pas très minutieusement, tu risques d'arriver à un moment donné où tu n'as plus la possibilité d'avoir cet argent et tu es donc comme ça en train de vivre une vie misérable alors que si on t'avait donné ça progressivement, tu aurais peut-être pu survivre encore un peu plus longtemps dans un état qui est un peu plus acceptable. Donc, clairement, ça va peut-être ouvrir la porte encore le sujet encore concernant les lois du côté des États-Unis. Et vous savez très bien, quand les États-Unis prennent des décisions, quand ils prennent des lois, il y a des répercussions sur le marché de façon globale. Donc, s'il y a les régulations qui vont se mettre du côté des États-Unis, ça peut profiter au marché de façon générale parce que plein de pays vont peut-être prendre quelque chose d'existant pour appliquer simplement chez eux parce qu'on a plein de suiveurs dans le monde. Les suiveurs, ce n'est pas simplement avec les individus, c'est aussi avec les États, c'est aussi avec les gouvernements. Les gouvernements calquent leur modèle sur un autre gouvernement. Donc, quand un gouvernement va faire quelque chose, d'autres gouvernements vont simplement prendre et appliquer également chez eux comme ça. Donc, clairement, on peut avoir cet effet domino-là où quelque chose qui se passe du côté des États-Unis, s'ils bannissent clairement les crypto-monnaies, plein d'États également peuvent se voir obligés de bannir parce qu'il y a plein de partenariats avec les États, il y a les États frères, et quelqu'un va se dire, mais moi, pour protéger nos intérêts, il faudrait que tu fasses ci. Donc, il y a des choses qui sont glissées parfois sous la table, donc on ne va pas forcément couvrir ça dans cet audio. Je voulais juste te montrer comment
Ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'il faut suivre minutieusement parce que ça va bouger. Le marché va bien évidemment bouger, mais le problème de fond, on le connaît déjà. C'est le problème de régulation d'un secteur où on veut appliquer les lois d'un ancien secteur sur un nouveau secteur, alors que probablement, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Dans cette affaire de la SEC contre les crypto-monnaies, tu penses que qui va gagner? Moi, clairement, je pense que c'est la crypto-monnaie qui va gagner. Tout simplement parce que le monde est pourri. On a beaucoup de maladresse au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la gestion des ressources, de façon générale, surtout quand il y a des points de centralisation. Ces ressources sont généralement mal utilisées. Et l'argent, c'est une ressource aujourd'hui. Et ces ressources sont mal gérées par les personnes qui ont eu la responsabilité de gérer cet argent. Il est donc question de remettre la gestion de cet argent au peuple, de remettre la gestion de cet argent aux utilisateurs, de remettre la gestion de l'argent pas à une seule personne, mais à tout le monde. C'est ce qu'on appelle donc la décentralisation. La décentralisation, c'est un point qui va révolutionner les prochaines industries et révolutionner le prochain monde dont on aura à l'avenir. Ça, c'est une conviction profonde que j'ai et je pense que plein de personnes qui sont dans l'écosystème aujourd'hui commencent à comprendre ces valeurs que défend la crypto-monnaie. Et voilà pourquoi ce bear market est différent des autres bear markets dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Like la vidéo, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Abonne-toi, partage et tu restes en commentaire pour prendre ta place pour avoir le livre qui va sortir très bientôt. Le livre sera là bientôt. Ça parle beaucoup plus de la crypto-monnaie en Afrique. Comment est-ce que ça peut aider, contribuer au développement de l'Afrique. J'ai pris le cas particulier du Cameroun. Je sais qu'il y a plein de pays qui ont le même cas similaire avec le Cameroun. Donc, tu vas te reconnaître forcément dans les exemples que je vais prendre dans ce livre-là. Ça arrive très très bientôt et je serais ravi que tu le lises en premier. Donc le lien pour essayer de prendre ta place en premier pour ce livre, c'est en commentaire de la vidéo. En description de la vidéo, à d'autres vidéos. Ciao.